Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série sur TypeScript. Aujourd'hui, on va parler des types utilitaires qui vont permettre de modifier le comportement et de manipuler des types que l'on a définis au préalable. Alors, on a déjà vu un exemple de type utilitaire dans la vidéo précédente. On avait parlé du type capitalize qui, comme son nom l'indique, va permettre de mettre en majuscule la première lettre d'un type qui serait une chaîne de caractères ou bien un type littéral associé à une chaîne de caractères. Donc si on reprend un exemple de ça ici, on va créer un premier type qui va être un type littéral associé précisément à cette chaîne de caractères. Et juste en dessous, on va pouvoir créer un deuxième type qui va être à nouveau un type littéral, sauf que ici on va faire usage de notre type utilitaire capitalize. Au niveau de la syntaxe pour les types utilitaires, eh bien on va utiliser le nom du type utilitaire. Et ensuite, entre les symboles plus petits, plus grands que, eh bien, on va avoir le nom du type que l'on souhaite modifier. Et donc, dans ce cas, comme on l'a dit, eh bien, tout simplement, ce type utilitaire va permettre de mettre la première lettre de la chaîne de caractères en majuscule. Alors ici, par exemple, on pourrait rajouter également 3 petits points, et on obtient ce résultat. Dans ce genre de scénario, eh bien, on utiliserait le premier type ici comme une clé pour, par exemple, une condition, pour vérifier le statut de notre application réellement, et on utiliserait ce deuxième type plutôt pour l'interface utilisateur. Par exemple, si on avait une application en anglais, eh bien on aurait cette deuxième version un peu plus propre avec la première lettre en majuscule et 3 petits points, et on pourrait utiliser ce deuxième type plutôt pour l'affichage. Le premier type pour la logique et le deuxième type pour l'affichage. Voilà par exemple un cas d'utilisation pour le type utilitaire capitalize qui, dans la pratique, ne va pas être utilisé très fréquemment. Par contre, un type utilitaire que l'on va beaucoup utiliser en TypeScript, et si il faut en retenir un dans cette vidéo, c'est bien celui-ci. Il s'agit du type utilitaire record. Et donc ce type utilitaire va ressembler beaucoup au type mappé que l'on avait vu dans la vidéo précédente. Il va permettre d'obtenir le même genre de résultat. Donc si on reprend l'exemple de la vidéo précédente, on avait créé un premier type avec deux propriétés, une description et une propriété count qui était un nombre. On avait également créé un deuxième type qui était une union de types littéraux avec les différentes catégories. Et ensuite, eh bien, on avait créé un type mappé. Donc ici, on avait cette syntaxe avec un générique. Et donc, on va aller chercher les clés à l'intérieur de notre union. Et on va donc associer notre union aux objets de type catégorie objet. On obtient bien une association entre ce premier type et ce deuxième type. Donc on a bien un type mappé, et on va pouvoir obtenir le même genre de résultat avec le type utilitaire record. Ici, on va créer un nouveau type, et on va utiliser record. Ici, on a toujours la même syntaxe avec les symboles plus petits, plus grands que, sauf que ici, on va pouvoir renseigner deux arguments. On va aller mapper catégorie union, et on va l'associer aux catégories objets. On obtient la même chose qu'avec le type mappé, sauf que, à mon sens, cette syntaxe avec le type utilitaire record est un peu plus lisible, et c'est la raison pour laquelle les records sont plus utilisés que les types mappés.
Alors, on avait vu également dans la vidéo précédente que l'on pouvait aussi utiliser les clés d'un type pour mapper ces clés donc avec un autre type. Que dans la vidéo précédente, on avait créé également un type catégorise. Et donc, pour ce type, eh bien, on avait mappé directement les catégories avec des nombres. On avait différentes propriétés pour chaque catégorie qui était associée à un nombre. Et ici, eh bien, au lieu d'utiliser l'union, on peut aller chercher les clés de notre type catégorise. Et bien entendu, on va pouvoir faire la même chose avec le type utilitaire record. Donc ici, on vient chercher les clés de catégorise. Et on obtient toujours le même résultat. Alors on pourrait créer des records et associer de nombreux types ensemble. Donc par exemple ici, on pourrait créer une variable IDs et utiliser ici, au niveau de la notation, un record. Et donc dans ce cas, on pourrait par exemple mapper des chaînes de caractères avec des nombres. Là, on va bien avoir des chaînes de caractères associées à des nombres. Alors on va pouvoir associer comme ça différents types. La seule contrainte que l'on va avoir pour les records, c'est qu'il va falloir que ce premier type s'apparente justement à une clé. On peut le voir assez facilement si par exemple on essaye de créer notre propre type record avec un générique. Donc ici, on aurait deux paramètres de type. Et si on utilise ici donc un record générique comme ceci, on voit que ici on a une erreur. Et TypeScript nous dit que ce type T doit s'apparenter soit à une chaîne de caractères, un nombre ou un symbole. Et donc ici, on aurait forcément soit une chaîne de caractères, un nombre ou un symbole. Alors on pourrait également être plus restrictif et avoir ici seulement dans notre record personnalisé générique uniquement des chaînes de caractères au niveau du type T. Mais toujours est-il que quand on va utiliser des records, on va devoir plutôt, au niveau du premier type qui est renseigné ici, donc le premier argument, il va falloir que ça s'apparente à une clé, donc soit une chaîne de caractères, un symbole ou un nombre. Ici, par exemple, on ne pourrait pas utiliser catégorie objet et aller mapper ça avec des booléens, par exemple. Vous voyez qu'ici, on ne satisfait pas la contrainte qui veut que le premier type qui est renseigné dans un record doit être donc soit une chaîne de caractères, un nombre ou un symbole. Voilà, au final, c'est vraiment quelque chose de très semblable au type mappé, sauf que la syntaxe est différente et sans doute un peu plus élégante. Alors, on va pouvoir maintenant passer au type utilitaire suivant. Alors maintenant que l'on a bien vu l'utilisation du type utilitaire record, dans la suite de cette vidéo, on va pouvoir passer en revue les autres types utilitaires qui sont moins importants mais qui peuvent être dans certains cas assez pratiques. Pour illustrer tout ça, on va créer un type de base que l'on va transformer avec nos types utilitaires pour créer de nouveaux types. Donc on va avoir une interface user avec différentes propriétés, l'identifiant qui va être un nombre, on va avoir le nom d'utilisateur qui va être une chaîne de caractères, l'email qui va être également une chaîne de caractères. On va avoir aussi des propriétés optionnelles, une image et un téléphone. Le premier type utilitaire que l'on va voir, ça va être le type utilitaire partial.
Donc ce type va permettre de créer un nouveau type à partir du type de base, dans lequel toutes les propriétés vont être optionnelles. Donc si on crée un nouvel alias ici, et qu'on utilise le type utilitaire partial sur user, et bien dans ce cas, vous le voyez, toutes les propriétés deviennent optionnelles. Alors ça peut être utile par exemple si on souhaite créer une fonction updateUser qui va permettre de mettre à jour les utilisateurs. Ici en premier paramètre, on va avoir l'utilisateur que l'on souhaite modifier, et en deuxième paramètre, on va avoir les propriétés que l'on souhaite mettre à jour. Et quand on va vouloir mettre à jour un utilisateur, on ne va pas systématiquement vouloir modifier toutes les propriétés. Et c'est la raison pour laquelle ici, il peut être intéressant d'utiliser le type utilitaire partial. Toutes les propriétés vont devenir optionnelles et on va pouvoir modifier uniquement les propriétés que l'on souhaite. Ici, on va bien retourner un utilisateur. Ici, au niveau de l'implémentation, eh bien, on va retourner un nouvel objet dans lequel on va faire une copie superficielle de toutes les propriétés de notre utilisateur et on va également copier les propriétés que l'on souhaite mettre à jour. Voilà un cas d'utilisation pour le type utilitaire partial. Alors à l'exact opposé de partial, on va avoir le type utilitaire required qui va faire exactement l'inverse, c'est-à-dire que toutes les propriétés vont devenir obligatoires. Donc si on crée ici un objet requiredUser que l'on va annoter directement avec le type utilitaire required que l'on va utiliser sur user, toutes les propriétés deviennent obligatoires. Donc on est obligé d'avoir un identifiant, un nom d'utilisateur, un email, et donc dans le cas du type de base, on pourrait s'arrêter ici puisque les deux autres propriétés sont optionnelles, mais puisqu'ici on a utilisé required, eh bien on va être obligé d'avoir également une image et un téléphone. Alors on va avoir également deux autres types utilitaires assez semblables. Le type utilitaire pic, qui va permettre de créer un nouveau type dans lequel on va pouvoir sélectionner certaines propriétés en particulier que l'on souhaite à partir du type de base. Par exemple ici, si on crée un nouvel alias, pour les deux propriétés, donc ID et email, et bien ici on va pouvoir utiliser le type utilitaire pic sur user, et on va aller chercher les deux propriétés qui nous intéressent, l'identifiant et l'email. Et on a bien un nouveau type avec uniquement ces deux propriétés. Alors à l'opposé de pic, eh bien on va avoir un autre type utilitaire qui va être omit et qui à nouveau va faire exactement l'inverse. Par exemple ici, si on crée un alias pour eh bien, des objets que l'on utiliserait pour afficher des previews de nos utilisateurs, eh bien dans ce cas, on pourrait utiliser le type utilitaire omit, toujours sur user. Dans nos previews, eh bien, on ne va pas vouloir afficher les identifiants, on ne va pas afficher non plus les téléphones, et on ne va pas afficher l'email. Et donc pour la preview, eh bien, on va garder uniquement le nom d'utilisateur et l'image si il y en a une. Alors bien évidemment, ce qui va pouvoir être intéressant de faire, ça va être de combiner les types utilitaires entre eux. Par exemple, imaginez un premier scénario. Imaginez que l'on souhaite créer des utilisateurs et certains d'entre eux vont avoir de manière obligatoire également la propriété téléphone. Donc on va vouloir que certains utilisateurs uniquement aient également de manière obligatoire un téléphone. Eh bien on pourrait faire ça ici,
qu'on va créer directement un objet. Et au niveau de la notation, eh bien, on va aller chercher les propriétés obligatoires de user. On a bien ces trois propriétés, ID, username et email. Et ici, on va avoir une intersection. Donc, aux trois propriétés obligatoires, eh bien, on va les rajouter de manière obligatoire. Et ici, à l'intérieur, on va utiliser le type utilitaire pic, toujours sur user, et on va aller chercher la propriété qui nous intéresse. Ici, en l'occurrence, phone. Notre utilisateur qui va avoir donc ce type va être obligé d'avoir toutes les propriétés obligatoires de user, plus, de manière obligatoire également, la propriété phone. Donc on a bien l'identifiant, le nom d'utilisateur, l'email, comme pour les objets user, sauf que ici, on est obligé de rajouter également un téléphone. La propriété image, elle, reste optionnelle, mais le téléphone en plus devient obligatoire. Ensuite, deuxième exemple de combinaison de type utilitaire. Eh bien, imaginez un autre scénario dans lequel on souhaiterait créer des maps de nos utilisateurs et on souhaiterait mapper nos utilisateurs par leur identifiant. Donc on voudrait une map avec à chaque fois eh bien, l'identifiant de l'utilisateur au niveau de la clé et au niveau de la valeur associée à cette clé, eh bien, le reste des propriétés. Donc on pourrait créer ici une fonction pour mapper nos utilisateurs par l'identifiant. Ici, en premier paramètre, eh bien, on va avoir un tableau d'utilisateurs et on va retourner un record. Au niveau des clés, eh bien, on va aller chercher la valeur de la propriété ID dans nos utilisateurs. Et au niveau de la valeur associée à la clé, eh bien, on va avoir le reste des propriétés. Donc, on va utiliser omit sur user. On va retirer l'identifiant, puisque l'identifiant va servir ici de clé. Au niveau de l'implémentation de la fonction, on va utiliser la méthode reduce. En premier paramètre de la méthode reduce, on a bien une fonction avec l'accumulateur et la valeur courante. Et au niveau du deuxième paramètre, on a la valeur initiale pour l'accumulateur. Ici, eh bien, on va aller déstructurer notre valeur courante. Et on va aller récupérer donc l'identifiant et également le reste des propriétés. On utilise l'opérateur reste avec les 3 points. Et on a bien déstructuré notre valeur courante en récupérant donc l'identifiant et le reste des propriétés. À l'intérieur de la méthode reduce, eh bien, on va retourner tout ce qui se trouve dans l'accumulateur. Et à chaque itération, eh bien, on va rajouter la valeur de la propriété ID que l'on va associer au reste des propriétés. Normalement, tout devrait fonctionner correctement. Ici, on va utiliser un console log. On va utiliser notre fonction map by ID. À l'intérieur ici, on va bien renseigner un tableau. On va aller récupérer ici un objet user. On va en ajouter un deuxième.
Et ici, on va en avoir un troisième avec un identifiant différent, comme ceci. On lance le script et on obtient bien le résultat attendu. Donc ici, au niveau des clés, on a bien les identifiants et la valeur associée à la clé, eh bien, c'est le reste des propriétés. Toutes les propriétés obligatoires, sauf l'identifiant qui sert, lui, de clé dans la map. Voilà ce que l'on peut faire, par exemple, en combinant ici un type utilitaire record, et à l'intérieur ici, au niveau du deuxième argument, on a utilisé le type utilitaire omit. Alors on va pouvoir maintenant passer à la suite. Pour continuer notre revue des types utilitaires, on va maintenant aborder read-only. Et évidemment, vous vous en doutez, ce type va permettre de créer un nouveau type dont les propriétés seront immutables. Ici, si on crée un nouvel alias et que l'on utilise ici le type utilitaire read-only sur user, et bien dès lors que l'on va créer un objet avec ce type, à nouveau ici on va avoir toutes les propriétés obligatoires de notre interface user, l'identifiant, le nom d'utilisateur et l'email. Sauf que dans ce cas, puisqu'on a utilisé le type utilitaire read-only, eh bien cet objet user va être immutable. On ne va pas pouvoir modifier ici la propriété ID par exemple, et TypeScript va nous dire que cette propriété est en lecture seule. Donc c'est comme si eh bien, on avait rajouté dans notre interface des modifieurs de visibilité ici, sur chacune des propriétés. Donc c'est comme si à chaque fois, sur chaque propriété, on avait rajouté read-only comme ceci. Voilà l'intérêt eh bien, du type utilitaire read-only. Alors maintenant, on va voir deux autres types utilitaires qui vont beaucoup ressembler à ceux que l'on a vus précédemment, à savoir pick et omit. Donc on va commencer ici par extract. Et donc pour ça, on va avoir besoin ici de définir un nouveau type qui va être une union de types littéraux. Donc ici, on va avoir des notes, toujours avec le système de notation américain, avec des lettres. Donc A, B, C, D, E et F. Et ici, eh bien, on pourrait créer un nouvel alias avec uniquement les meilleures notes. Et donc pour ça, on va utiliser extract sur notre union de types littéraux. Et ici, eh bien, on va récupérer uniquement les meilleures notes A et B. Et vous voyez qu'on obtient une nouvelle union avec uniquement ces deux types littéraux. Ça fonctionne exactement comme pick, sauf que avec extract, eh bien, ça va fonctionner avec les unions de types littéraux. Et ça ne va pas fonctionner par contre avec les types qui s'apparenteraient à des objets. Alors, puisque ça fonctionne avec des unions de types littéraux, ça va également fonctionner avec les clés d'un type qui s'apparenterait à un objet. Donc par exemple, ici, on pourrait utiliser extract sur les clés de notre type user. Et ici, eh bien, on pourrait récupérer uniquement les clés qui nous intéressent. Voilà la différence entre pick et extract. Et donc de la même manière, on va avoir également exclude, qui va fonctionner comme omit, sauf que il va fonctionner avec les unions de type littéraux. Ici, par exemple, si on crée un nouvel alias pour les élèves qui seraient
admis, et bien dans ce cas-là, on va utiliser exclude, toujours sur l'union de type littéraux. Et ici, eh bien, on va exclure les élèves qui sont recalés, donc ceux qui ont la lettre F. Et comme ça, on a créé un nouveau type, donc une nouvelle union, avec uniquement les notes allant de A jusqu'à E. Enfin, toujours dans la même série des types qui fonctionnent avec les unions, on a un type utilitaire qui va permettre d'exclure les valeurs qui seraient nulles ou indéfinies. Par exemple, ici, si on a un nouvel alias avec toujours une union de type littéraux, et si dans cette union on a également, eh bien, par exemple, un type nul et un type undefined, si on crée un nouvel alias pour les statuts qui sont viables, eh bien ici on pourrait utiliser le type utilitaire non nul sur les statuts. On récupère uniquement loading, pending et rejected. Donc on a exclu le type nul et le type undefined. Et maintenant, pour terminer cette vidéo, eh bien, on va aborder des types utilitaires qui sont relatifs aux fonctions et également aux classes. Alors, pour les types utilitaires qui s'apparentent aux fonctions, eh bien, on va commencer par return type. Donc ici, on va créer une fonction qui va permettre de récupérer les emails à partir d'un tableau d'utilisateurs. Et ici, volontairement, on ne va pas annoter directement le type retourné par la fonction. On va obtenir le type retourné d'une autre manière, vous allez voir. Au niveau de l'implémentation, eh bien, on va mapper sur le tableau d'utilisateur, et pour chaque utilisateur, eh bien, on va retourner uniquement l'email. Et donc dans ce cas-là, ce que l'on pourrait faire ici, c'est créer une variable dans laquelle on va stocker tous nos emails que l'on va récupérer à partir de notre fonction. Et au niveau de la notation, eh bien, on va utiliser le type utilitaire returnType. Et ici, on va aller chercher le type qui correspond à notre fonction getEmails. Au niveau de la valeur, eh bien, on va bien utiliser notre fonction. Et au niveau de l'argument, ici, on va renseigner un tableau d'utilisateur. Et vous voyez que ça fonctionne, TypeScript comprend bien que notre variable email, au niveau de son type, eh bien, il s'agit d'un tableau de chaîne de caractères, puisque c'est le type qui va être retourné par notre fonction getEmail. Alors, dans le même esprit, eh bien, on va avoir également le type utilitaire parameters. Si on crée une fonction ici qui permet de créer un utilisateur, ici en paramètres, on va avoir les différentes propriétés nécessaires pour créer un utilisateur. Notre fonction va permettre de créer un utilisateur que l'on va retourner. Et donc ici, on va retourner un objet avec un identifiant, un nom d'utilisateur et un email. Ce que l'on pourrait faire dans ce cas-là, c'est mettre nos arguments dans une variable. Donc ici, au niveau de la notation, on va utiliser le type utilitaire parameters.
Et à nouveau, on va aller chercher le type qui correspond à notre fonction createUser. Lorsque l'on va utiliser ce type utilitaire parameters, au niveau de la valeur ici, on va avoir un tuples, donc un tableau ordonné avec les différents arguments. Donc en première position, on va avoir l'identifiant, en deuxième position, le nom d'utilisateur, et en dernière position, l'email. Eh bien, on pourrait utiliser notre fonction et ici renseigner les arguments avec l'opérateur spread. Alors, ensuite, eh bien, ce que l'on pourrait faire, c'est combiner en quelque sorte ces deux types utilitaires. Par exemple, on pourrait les utiliser au sein d'une même fonction. Ici, on va créer une nouvelle fonction qui va nous permettre de créer plusieurs utilisateurs en même temps. Au niveau des paramètres, ici, on va avoir nos données, c'est-à-dire tous les arguments pour créer tous les utilisateurs. Donc on va avoir un tableau, deux tableaux, et donc à l'intérieur du tableau principal, eh bien, on aura des tableaux comme celui-ci avec les différents arguments. Au niveau du type, eh bien, on va aller chercher le type qui correspond aux paramètres de notre fonction createUser, autrement dit un tableau comme celui-ci, et on va bien avoir un tableau avec différents tableaux comme celui-ci, pour créer plusieurs utilisateurs. Et au niveau du type retourné, eh bien pareil, on va utiliser returnType. On va d'abord aller chercher le type retourné par la fonction qui permet de créer un utilisateur. Et à nouveau ici, on va bien avoir un tableau avec différents utilisateurs. Au niveau de l'implémentation, on va boucler sur le tableau de tuples avec la méthode map. Chaque item ici correspond bien à un tableau d'arguments. Et dans ce cas-là, eh bien, on va utiliser la fonction createUser. Et ici, on va passer les arguments. Alors d'ailleurs, ce que l'on pourrait faire, c'est transformer cette fonction en une fonction générique. Ça pourrait être un bon exercice. Donc ici, on va rajouter un paramètre de type t, et on va faire en sorte que cette fonction eh bien, puisse s'adapter à différents objets. Donc ici, on va changer le nom de la fonction. On va juste mettre createMany. Ce qu'il va falloir faire, c'est rajouter un paramètre. Et ici, on va passer la fonction créatrice, donc c'est-à-dire la fonction qui permet de créer un seul item. C'est cette fonction qui va être de type t. Au niveau des données, on va pouvoir renseigner ici le type générique t, qui va correspondre donc à la fonction. Et pareil ici, au niveau du type retourné, on va utiliser le type générique t. À l'intérieur donc du type utilitaire returnType. Alors vous voyez ici que on a une erreur, plusieurs erreurs, et ça vient du fait, déjà premièrement, que ici, il faudrait utiliser non pas la fonction createUser qui est un cas particulier, mais plutôt notre fonction create que l'on a renseignée en paramètres. Et l'erreur qui persiste ici vient du fait que notre type t est trop générique. Donc on le sait, le type t pour l'instant pourrait être n'importe quel type, aussi bien une chaîne de caractères, un booléen, un nombre, n'importe quel type.
Or ici, eh bien, il va falloir faire en sorte que t soit systématiquement une fonction. Vous voyez, TypeScript nous dit, pour l'instant, eh bien, le type t n'est pas forcément exécutable, callable, et donc ici, il va falloir rajouter une contrainte sur le générique pour faire en sorte que ce générique s'apparente bien à une fonction. Donc ici, eh bien, on va avoir une contrainte. On va faire en sorte que notre type t s'apparente bien à une fonction qui pourrait donc de manière générique retourner n'importe quoi. Et ici, eh bien, on va avoir des arguments comme ceci. Là, on a une définition la plus générique possible d'une fonction, et c'est la contrainte que l'on rajoute sur notre générique, et vous voyez que dans ce cas-là, tout fonctionne. Alors, on va pouvoir tester tout ça. Ici, on va créer un tableau d'utilisateur. On va utiliser notre fonction générique. Ici, on va renseigner notre fonction qui permet de créer un seul utilisateur. Et ici, eh bien, on va pouvoir aller chercher un tableau avec à l'intérieur des tuples pour les arguments. Pour vérifier que tout fonctionne, on va loguer nos utilisateurs dans la console. Et vous voyez que tout fonctionne correctement. Alors maintenant, on va pouvoir voir la même chose, mais cette fois-ci avec les classes. Donc on va avoir deux nouveaux types utilitaires spécifiques par rapport aux classes, et ça va beaucoup ressembler à ce que l'on a vu avec les fonctions ici. Alors vous allez voir que avec les classes, ça va fonctionner de manière assez similaire. On va commencer ici par créer une classe développeur. Et ici, on va avoir un constructeur avec différents paramètres pour créer nos objets développeurs, le prénom et le nom de famille, que l'on va assigner directement à partir du constructeur. Et ici, on pourrait avoir par exemple une méthode, un getter, pour récupérer le nom complet. On va juste retourner le prénom et le nom de famille. Et on utilise bien le mot-clé 10 pour faire référence aux objets instanciés par la classe développeur. Comme précédemment, eh bien, on va créer une fonction qui va permettre de créer des objets développeurs, donc d'instancier des objets développeurs. Ici, au niveau des paramètres, eh bien, comme précédemment, on va avoir les données. Au niveau du type, au lieu d'utiliser parameters, comme pour les fonctions, eh bien, on va pouvoir utiliser constructor parameters. Et ici, ça va être par rapport à notre classe développeur. Et donc, on va bien avoir un tableau à nouveau avec des tuples qui vont être, donc, chaque tuple va correspondre aux arguments pour instancier un développeur. Et au niveau du type retourné, eh bien, au lieu d'utiliser return type, comme pour les fonctions, on va utiliser plutôt instance type, et ça va être toujours par rapport à notre classe développeur. Au niveau de l'implémentation, ça va être exactement pareil que précédemment, donc on va mapper sur les données. Ici, pour chaque item, on récupère bien un tuple d'arguments. Et ici, on va pouvoir instancier notre classe développeur et renseigner ici les arguments dans la fonction constructeur. On a une erreur puisque, à nouveau ici, il s'agit bien d'un tableau d'objets développeurs que l'on va retourner.
Donc on va créer plusieurs développeurs en même temps. Et donc il faut bien rajouter ici, au niveau de la notation, les crochets. Comme précédemment, eh bien, on va pouvoir faire en sorte que cette fonction soit générique. Ici, on va plutôt avoir un nom générique et un paramètre de type. Et ici, eh bien, comme précédemment, on va pouvoir renseigner en paramètre la classe et on va utiliser le type T. On va pouvoir également utiliser le type T à l'intérieur de notre type utilitaire, comme ceci. Et ici, au lieu d'instancier des développeurs, eh bien, on va utiliser notre paramètre comme ceci. Alors on a une erreur ici parce que le mot-clé classe est un mot réservé. Donc on va changer le nom de notre paramètre et on va utiliser plutôt JSClass. Et donc là, on a la même erreur que précédemment, c'est-à-dire que notre type générique T est trop large et il n'est pas forcément instanciable à ce stade. Donc il va falloir rajouter une contrainte sur le générique. Comme précédemment, on va avoir une fonction avec les arguments. Et sauf que cette fonction va avoir une spécificité, il va s'agir d'une fonction constructeur. Donc on rajoute bien le mot-clé new et vous voyez que l'erreur disparaît. Et enfin, dernier type utilitaire pour cette vidéo, on va parler du type awaited, qui va être utile lorsque l'on va utiliser des promesses. Donc je vais coller ici une interface qui va correspondre à des objets post, et on va avoir ici une fonction pour aller récupérer des posts. Il va s'agir d'une fonction asynchrone, et donc on va bien retourner, comme pour toute fonction asynchrone, une promesse, et lorsque l'on va résoudre notre promesse, eh bien on va avoir un tableau de posts. Ici on va créer des données, on va aller attendre la réponse du serveur, donc on va aller récupérer des données en utilisant fetch, et ici on va aller requêter notre API, et on va récupérer des posts. Alors ici on pourrait enchaîner avec une méthode then. On va bien convertir la réponse en JSON, et ici on pourrait enchaîner également avec catch pour aller récupérer l'erreur si il y a une erreur. D'ailleurs, on va pouvoir vérifier que ce qu'on récupère ici est bien une instance de la classe erreur. Et si c'est le cas, eh bien, on va aller loguer le message d'erreur. Et autrement, eh bien, il va bien falloir retourner nos données comme ceci. Et donc, si on souhaite exploiter cette fonction, on va par exemple créer une fonction asynchrone invoquée immédiatement. Et bien ici, on va récupérer les posts. Au niveau de la notation, eh bien, comme pour une fonction standard, on pourrait essayer d'utiliser le type return type par rapport à notre fonction donc fetch posts. On va bien attendre la résolution de la promesse lorsque l'on va invoquer la fonction fetch posts. Et vous voyez que on a une erreur puisque notre fonction fetch posts retourne une promesse. Et donc dans ce cas-là, ce que l'on peut faire, c'est ajouter
le type utilitaire awaited, comme ceci. Et vous voyez que l'erreur disparaît. Et donc ce que l'on récupère ici, c'est bien un tableau de poste. Voilà le dernier type utilitaire de cette vidéo qui aura été assez longue. Donc j'espère que ça vous aura plu quand même et que vous aurez appris des choses par rapport à ces types utilitaires. On a vu ici les principaux, il en existe d'autres que vous pouvez aller consulter notamment dans la documentation de TypeScript, mais ceux-ci en tout cas sont les principaux, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et on se retrouve très bientôt pour la suite de la série sur TypeScript.